et qu'on puisse traiter en direct, c'est ce que j'ai dit moi. Passons-nous des intermédiaires. Du jour où le type d'origine immigrée discute directement avec le mec du Front National, ça se passe beaucoup mieux que quand il y a un manipulateur trotskiste qui fait la médiation. Est-ce qu'en France, on peut dire que, allez, chacun a fait un peu un pas. Alors bon, je vais dire, voilà, les gens, je me prends en exemple, mais il y en a des millions comme moi, c'est-à-dire venus, on va dire, aller de banlieue, le concept gauche-immigration, qui aujourd'hui peut aller parler justement à des gens du Front National, oui, ça s'est fait. Ce qui était impossible il y a 15 ans. Je peux dire que j'ai quand même fait le boulot. Ça fait 10 ans que je me tape des réunions publiques avec un tiers d'anciens gauchistes, un tiers de gens issus des quartiers et un tiers de mecs du front. Et je le dis, j'ai fait ce genre de réunions j'y suis allé au Val-Fouré le faire, puis parfois avec juste ma bite et mon couteau. Parce que, je sais, tu vas dans les quartiers. Parce que de toute façon, je vais pas venir avec 15 mecs. Quand tu vas face à 400 mecs dans une cité, le mieux c'est de venir tout seul. Si tu viens avec 15 mecs, etc., pour faire le gros dur, c'est le meilleur moyen de te faire mettre à l'amende. Donc à des moments, je me disais, j'y vais tout seul. Parce que de toute façon, soit j'y vais pas, soit j'y vais. Et quand j'y allais, je remarquais, c'est que Malek Bouti, lui, se faisait porter pâle. J'ai eu des réunions publiques où on invitait moi et Malek Bouti, lui, il venait pas, parce qu'il savait qu'il risquait de se faire jeter des pierres. Moi, j'y allais. J'avais la manipulation de l'extrême gauche trotskiste qui essaie de me faire passer pour un facho pour que les mecs me pètent la gueule. J'arrivais à m'en sortir par ma discussion, et en général, c'était les manipulateurs trotskistes qui se barraient vite fait avant de se faire péter la gueule, parce que tout le monde avait compris que c'était des manipulateurs et des salopards. Et à la fin, ça passait pas trop mal. Voilà, discussion honnête, frontale, voilà. Et j'ai constaté, moi, dans toutes ces réunions publiques que je fais depuis 10 ans, j'ai jamais eu une bagarre. Jamais. C'est pas évident, hein. Quand tu fais venir des gens comme ça, etc., avec des manipulateurs, des trucs, des gens un peu excités, des gens un peu désespérés aussi, il y a de tout, ça pourrait partir en cacahuète. Alors c'est ça qui me donne de l'espoir, c'est que ça se passe toujours bien. Les types du Front National disent « Ouais, mais enfin, si tous les mecs de quartier étaient comme toi, il n'y aurait pas de problème. » Puis le mec en face dit « Ah bah, si tous les mecs du Front National étaient comme toi, il n'y aurait pas de problème. » Et en fait, je dis « Bah, finalement, il est où le problème ?» Les médias, les manipulateurs politiques, le mensonge. Alors, à un moment donné, il y a moyen de se sortir par le haut d'une merde qui a été créée par l'éloge, le patronat et le tout-puissant lobbysionniste. C'est eux qui ont créé cette merde. Bouygues, le Grand Orient et le lobbysionniste. C'est clair, c'est vérifiable historiquement. Ils ont organisé l'immigration et la non-intégration des immigrés. Ça a été leur jeu systématique depuis les années 70. Depuis que De Gaulle a pu contrôler la situation. De Gaulle faisait très attention à tout ça. Une fois que De Gaulle a été viré, par qui tu sais, aussi pareil, tout est parti en sucette. Et je pense que là, on est passé de l'autre côté du point culminant. Maintenant, il y a des jeunes des quartiers qui ont atteint une autonomie en termes de destin et en termes de culture. Ils vont chercher du Soral s'ils veulent, mais ils vont chercher autre chose. Et moi, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, soyez autonomes. Je ne les ai pas dit de me suivre. Je dis, écoutez, et SOS Racisme, et moi, et ceci et cela, et avec le recul historique que vous avez, l'exemple des grands frères, etc., parce que ça fait un moment donné que ça dure, tout ça, vous allez finir par, à mon avis, arriver à des conclusions qui ne sont pas très loin des miennes. Et je vous laisse, on en reparle l'année prochaine, ou dans 2 ans, dans 3 ans. Je dis, ça fait depuis les premières réunions que j'ai fait comme ça, c'est en 2004, je crois. D'accord. Donc pour les gens qui veulent qui se demandent où est ma légitimité, c'est aussi 10 ans de terrain, là, sur cette question-là, tu vois. Rappelons-nous l'affaire Dieudonné. Ouais, c'est 2003. 2003, 2004, on est en 2014 quand même. Et j'étais en première ligne dès le départ. Voilà. C'est ça aussi. Je veux dire, à des moments, quand je dis ouais, Soral, pourquoi il parle parce qu'il est sur le terrain et qu'il agit. Je veux dire, c'est tout. C'est ce que ceux qui veulent faire mieux et plus, quand il y a du danger, passe devant. Alors ça, ouais. Alors justement, en plus, j'ai envie de dire, justement, ce succès politique, tu vois, dans ta démarche, c'est aussi des fois ce que reprochent certains de tes adversaires qui disent oui, mais c'est pour engrainer, on va dire, toute cette jeunesse dans le vote Front National et c'est l'espèce de rabatteur, voilà, comme ça qu'ils vont tenir. Et ce qui fait Soral, il fait le rabatteur. C'est évident que par mon action, mon activité, certains jeunes issus des quartiers et certains Français de confession musulmane, etc., ont dû se mettre à voter Front National. C'est certain. Je ne leur ai jamais dit de le faire, et je leur ai jamais dit d'ailleurs que c'était du sûr. J'espère que Marine, à un moment donné, on le voit par certaines déclarations, Philippot, etc., aura le respect de ces gens-là. Il y a toujours un risque dans un choix politique. Ce que j'ai toujours dit, moi, c'est que ce que je leur demandais politiquement, c'est d'arrêter de voter PS. J'ai dit à la limite, moi, le message que je disais, c'est à la limite, si je suis honnête avec vous et que je ne veux pas vous faire prendre de risques, etc., parce que je ne peux rien vous garantir en réalité. Marine Le Pen, c'est pas moi, et je suis même pas au front. Mais arrêtez de voter PS.
déjà. Peut-être même ne votez plus. Mais arrêtez de voter systématiquement PS. Vous avez servi de harkis, de tirailleurs sénégalais au PS pendant des années qui vous ont baisé la gueule de A à Z tout le temps. Et il n'y a pas plus sioniste que le Parti Socialiste. Hein, genre, sur le critère du sionisme, je crois qu'il n'y a rien au-dessus. Enfin si, il y a l'UMP, Copé et Sarkozy qui est entièrement sioniste, mais il y a encore quelque chose d'autre que des sionistes dedans, 2-3 bourgeois catholiques, Fillon. Alors qu'au Parti Socialiste, il n'y a plus que des sionistes. Tous les cadres le sont. Tu vois. Et c'est ça qui me... Voilà, c'est ça que je dis. Si vous me posez la question, qu'est-ce que vous devez voter, je dis cessez de voter Parti Socialiste. Qui veut peut-être dire ne votez plus du tout. À la limite, je m'en fous que vous votiez pas Front National. Même moi, j'ai pas voté Front National la dernière fois, j'ai pas voté. Je vous dis pourquoi, parce que dans la région où je suis, le candidat c'était Alliot. J'allais pas voter Alliot. Donc je suis pas allé voter, puis c'est tout. En plus j'étais à Paris, il fallait aller à Bayonne. J'ai jamais été un gros voteur, je suis pas démocrate, je vous le dis tout de suite. J'aime pas trop le pouvoir qui se prend par les urnes. Je suis plus pour le coup d'État et tout ça. D'accord. Mais t'es proche des idées de Chouard d'ailleurs aussi, démocratie. À la limite, dans un premier temps, on prend le pouvoir par la force, puis après on fait le tirage au sort. Parce que le tirage au sort, c'est pas les autres qui vont nous l'offrir. Donc pour pouvoir faire le tirage au sort, il faut d'abord faire une dictature. C'est vrai. Il faut d'abord faire un coup d'État. Il n'y a qu'un despote, ce qu'on appelle un despote éclairé, qui peut imposer le tirage au sort. C'est le paradoxe que Chouard n'arrive pas à réaliser parce qu'il est trop gentil, c'est que jamais aucun acteur politique, par le jeu démocratique ou dans cette logique-là, n'amènera le tirage au sort par définition. Valls ne fait pas tout ce qu'il fait pour offrir le pouvoir à une ménagère, tirée au hasard. Toutes ces soumissions, ces mensonges, ces trahisons, ces allégeances, c'est des mecs qui ont soif de pouvoir. Les politiques sont des gens qui ont soif de pouvoir. Mais on peut imaginer un type qui prend le pouvoir à un moment donné, qui pour faire œuvre populaire et patriotique, parce que c'est un despote éclairé, c'est une catégorie très importante dans l'histoire, le despote éclairé. C'est l'histoire du gaullisme, c'est l'histoire du bonapartisme, c'est tout ça. C'est celui qui prend le pouvoir par la force, mais qui, par sa politique, défend l'intérêt supérieur du peuple. C'est souvent, pour défendre l'intérêt supérieur du peuple, il faut bien autre chose que la démocratie. Il faut souvent un type qui prend le pouvoir de façon autoritaire. Chavez, c'est l'exemple parfait. C'est un militaire nationaliste et socialiste. Il est national-socialiste, il n'y a aucun doute pour moi, mais ça n'a rien à voir avec le national-socialisme allemand. On n'est pas obligé d'être national-socialiste allemand. Et il a un pouvoir autoritaire, sinon il aurait été chassé du pouvoir, il est militaire, etc. Il monte des milices, faut voir comment c'est fait, milices populaires, etc. Mais son engagement, c'est la défense de l'intérêt supérieur du peuple. Donc pour moi, quand les ennemis disent c'est un dictateur, non, c'est un despote éclairé. C'est une très belle catégorie de despote éclairé, si on étudie l'histoire longue. C'est pratiquement eux qui ont fait tous les trucs bien. Par la démocratie, il n'est jamais rien arrivé de bien, je crois. Voilà. Donc à la limite, il faudrait qu'il y ait un despote éclairé qui prenne le pouvoir par la force, et après disent, maintenant, pour qu'on ait un âge d'or et une vraie défense du peuple, je vais imposer, moi, puisque j'ai pris le contrôle de l'appareil d'État, de l'armée et de l'économie, je vais imposer le tirage au sort. C'est comme ça que ça pourrait se passer. C'est ça que je réponds à Chouard. Oui, parce qu'on lui demande souvent, Chouard, comment arriver à ce résultat là-bas. Il n'a pas la réponse. Il faudrait que les gens soient plus gentils, c'est ça. Tous comme lui. Si tous les gens étaient sympas comme Chouard, qui est le mec sans doute le plus gentil et le plus honnête que j'ai rencontré avec Marion Sigaud, c'est un mec qui est tellement gentil qu'il ne comprend pas qu'il y a des gens qui le sont beaucoup moins. Et qu'en politique, c'est plutôt un monde de méchants. Voilà. Et que voilà, donc il n'y aura pas le tirage au sort, n'arrivera pas comme ça, comme par une opération du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faudra d'abord que je prenne moi le pouvoir pour qu'après il y ait le tirage au sort. Là, tu vas encore susciter des interrogations. Alors, on me demande, c'est vrai, oui, Alain a-t-il des nouvelles de Boulefcade, toujours à faire le planton? C'est Rénuit qui nous demande ça. C'est vrai que Alors Boulefcade, c'est chiant, c'est déjà à un moment donné, on m'appelle, on me dit il faut aider un type qui est tout seul et qui souffre, qui rame, etc. Je regarde qui c'est, je vois que le combat a l'air légitime et le mec et donc je dis je vais l'aider parce que j'ai une petite notoriété, etc. Donc je vais l'aider. Ce que j'ai fait pour Boulefcade, c'est d'abord Jovanovic qui l'a aidé. Après la fille de Boulefcade m'a appelé, je crois, elle m'a dit est-ce que vous pouvez l'aider, il est au bord du suicide, etc. J'y suis allé, donc ça consistait à aller le voir devant sa banque, faire une photo avec lui, le mettre sur internet. Après je l'ai fait nommer à la cérémonie des quenelles par les données, donc pour lui donner une notoriété pour qu'il puisse continuer son combat. Et puis à un moment donné, ça a basculé, il s'est dit tiens, Soral, je le tiens. Donc il n'arrêtait pas de m'appeler pour me demander de l'argent.
Ma carte bleue est en panne, machin, faut que je paye l'hôtel. Donc là, à un moment donné, je suis pas une vache à lait. Et puis, genre, j'ai besoin de tes militants. Et puis après, je le présente à Farida Belgoul, elle essaie de monter un truc avec lui. Il se comporte très très mal, il fait n'importe quoi, elle se rend compte qu'il triche, il ment, etc. Et puis à un moment donné, quand il veut faire son Tour de France, je dis bon, on va relayer son Tour de France à minima, donc je mets sur le site qu'il fait son Tour de France, et il veut que Égalité Réconciliation se mette à son service dans chaque ville. J'ai dit attendez, Égalité Réconciliation peut défendre le combat de Boulevcade comme beaucoup d'autres combats, moi je vais pas mettre mon organisation à ton service. Et là il se met à m'insulter, à me rentrer dans la gueule, à se faire manipuler par des gauchistes, à mon avis, à se faire retourner. Je sais qu'il a été convoqué par les flics. Enfin, il y a eu des trucs bizarres. À mon avis, il a été retourné. Hein. Et il se met à m'attaquer, à m'insulter, etc. Donc là, je dis, écoute, je coupe les ponts avec toi. Et je dis à mes gars, aux dessections locales de l'Égalité et la Réconciliation, qui est une organisation, on ne s'intéresse plus à ce mec-là. Et du jour où on a cessé de le relayer, de s'y intéresser et de les soutenir, bah, il est où maintenant? Il a disparu. Bah, c'est un mec qui m'a déclaré la guerre très injustement et très malhonnêtement, que j'avais aidé, et puis j'ai cessé de l'aider, et puis évidemment quand ER cesse d'aider un mec comme ça, les gens qui l'ont pris en main contre moi, parce qu'à un moment donné il a vraiment été pris en main pour me faire chier, l'ont lâché aussi, et j'ai déjà connu ça avec d'autres, hein. Ça c'est malheureusement, il y a des vicieux, souvent des types des gauchistes qui se disent tiens comment on pourrait aller foutre la merde, ce mec là a l'air un peu fragile, un peu mégalomane, un peu manipulable, et puis moi quand on me trahit je m'énerve, donc à un moment donné j'ai dit bon bah, ce mec là finalement est un ancien marchand de voitures volées, garagiste, et finalement il a une mentalité de marchand de voitures volées. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a été rapporté par les gens de son patelin, et c'est allé tellement loin qu'à la fin les gens m'ont envoyé effectivement la photo de sa maison. Ah oui, la photo, oui. Et j'ai découvert qu'il avait une baraque magnifique avec jardin parfaitement entretenu, alors que je croyais qu'il dormait pratiquement, que si je lui filais pas d'oseille, il dormait dans la rue. Vous voyez, il mentait. Tapait du pognon à tout le monde. Et nous, en plus, on a édité un t-shirt pour lui, dont on lui donnait l'argent, donc on lui a donné plus de 2000 euros. On a essayé de monter une aide, donc on lui a au moins filé 2000 euros. D'accord. Ah oui, l'histoire des t-shirts, c'est vrai qu'on a filé, et il a menti en disant qu'on ne lui avait pas donné l'argent. On ne pas donné d'argent, oui. Ouais, on lui a fait signer les paplards. Hein. Donc pour ceux qui douteraient, on a, nous, les papiers où il a signé qu'il avait reçu l'argent, etc. Hein. Et puis après, on a arrêté de vendre des t-shirts parce que trop c'est trop, il faut arrêter de nous... Le mec, Et en fait, on s'est rendu compte que le mec mentait beaucoup, était assez malhonnête finalement, et menteur malhonnête, et pris en main par des salopards pour m'emmerder. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de la dissidence, où des gens sont repris en main. Ils ont essayé de faire ça avec la veuve de M. Bourarache. À un moment donné, elle s'est fait approcher par des manipulateurs pour la retourner contre moi. Alors que nous avons fait une collecte pour elle et nous lui avons remis 10 000 euros. Qui a donné 10 000 euros d'autres que nous, à madame, et nous l'avons présenté à un cabinet d'avocats qui a accepté de la défendre gratuitement. Donc personne n'a fait pour elle plus que moi. Et à un moment donné, ils ont quand même essayé de la manipuler contre moi. Bon, depuis, elle m'a envoyé un mot en me disant « Je suis désolé, j'ai été manipulé par une ordure dont je ne citerai même pas le nom, mais qui est un voleur, un indicateur de police, une petite ordure, que j'avais crevé parce qu'en plus, sous pseudo, il draguait sur Badou. En plus, il était gay. Il se présentait comme musulman de combat, mais en plus, il draguait en tant qu'homosexuel sur Badou. Il travaillait pour les flics et il avait un certain nombre de casseroles qui consistaient à se mettre en ménage avec des femmes issues de l'immigration binationale et de leur vider leur compte en banque. Je vais même pas dire son nom à cette ordure. Mais Madame Boulevcade, pas Boulevcade, Madame Bourarache a des témoignages sur lui. Elle s'est même proposé de me les donner pour que je l'attaque et que je le médiatise, mais je veux même pas le médiatiser et l'attaquer. C'est une merde et qui reste. Je veux même plus citer son nom parce qu'il a échoué dans toutes ses manipulations. Mais par contre, c'était bien un indicateur de police et une ordure. Et ça, malheureusement, dans la dissidence, il y a des gens fragiles, il y a des gens manipulables, et très souvent pour m'attaquer, on est allé manipuler des gens qui avaient un lien avec moi pour les retourner contre moi. Et c'est vrai que ça fait mal. Hein. Les gens comprennent pas pourquoi je m'énerve des fois, parce que ça fait très mal d'un point de vue humain et moral de se faire cracher à la gueule par des gens que vous avez aidés honnêtement et que vous êtes le seul à avoir aidé et qui vous doivent beaucoup en réalité. Je pense que Boulevcade doit s'en rendre compte aujourd'hui, parce que là tu me poses la question, qu'est-ce qu'il est devenu dès lors qu'il n'y a plus égalité et réconciliation derrière lui pour le sécuriser, l'accompagner, etc. et lui donner des sous, et ben les gens qui l'ont manipulé contre moi l'ont lâché en race campagne aussi. Hein. Parce que c'est ça le problème, c'est que ces manipulateurs-là, dès que vous avez fait le tapin et que vous avez fait le sale boulot, ils vous larguent et vous vous retrouvez tout seul. Alors il y a l'affaire aussi Amen Mouelek. Qu'est-ce qui je ne veux même pas en parler, je demanderai à Dieudonné.
C'est au-delà de tout là. Ouais, parce que bon, il s'est quand même fait sa promo un peu sur toi, non, enfin, en faisant des vidéos sur toi. Bon, moi, il me conspue aussi, hein, je te rassure, je suis. C'est bon signe, quand Ahmed Mollek te crache à la gueule, ça veut dire que t'es dans le bon, t'es dans le vrai, dans le juste. Ça, faut plutôt demander à Dieudonné. C'était un mec de l'entourage de Dieudonné qui a cru peut-être, comme beaucoup de gens, qu'en étant dans l'entourage de Dieudonné, il allait bénéficier de l'aura de Dieudonné et de sa manne économique. Et puis à un moment donné, quand vous êtes dans l'entourage de Dieudonné comme dans l'entourage de Soral, si vous faites rien d'autre que d'être dans l'entourage, vous êtes diabolisé. Et donc à la fin, vous êtes juste un mec cramé, quoi. Et si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, de produire quelque chose par vous-même, ou de servir à quelque chose, d'avoir un savoir-faire quelque chose, au bout d'un moment, vous avez bénéficié de la médiation de Dieudonné, puis vous avez tous les effets pervers. Et puis à un moment donné, le mec se dit merde, finalement, j'ai pas touché un rond. Bon, j'en sais rien, c'est pas moi qui dis, mais à la limite, pourquoi t'aurais touché un rond? T'as rien fait, tu sais rien faire, en gros. Et donc il se dit, qu'est-ce que je peux vendre maintenant, parce que je ne veux pas travailler, je voudrais monétiser ma notoriété dans la dissidence, d'un des apôtres de Dieudonné, et qu'est-ce qu'il fait à la fin? La trahison. Il vend finalement sa trahison. Parce qu'il faut qu'il vende quelque chose. Et même quand il va voir JSS, comment on peut c'est énorme. Les mecs qui font des listes de mecs à tabasser, et lui il va les voir. Ouais. Non mais je ne conçois même pas comment moralement on peut arriver à un tel niveau de déchéance. À mon avis, il y a une dimension psychiatrique. Il faut vraiment que le mec soit tombé dans une dépression très très grave, on va l'excuser comme ça, pour devenir pratiquement fou, pour devenir une telle salope. Et en plus de se mettre en danger, parce que quand on fait ça, les sionistes ne se mettent pas à vous aimer, et puis vous mettez à dos toute la dissidence, tous les dieudonistes, soraliens, etc. Donc je ne sais pas comment il marche dans la rue, hein. Il doit sortir la nuit et raser les murs, hein, parce que j'aimerais pas être dans sa peau et à sa place. Hein. On se souvient comment Judas a terminé. Hein. Parce qu'il a donné une interview à Canal+ aussi, on m'a dit que ça va passer bientôt. Oui, parce qu'il voulait exister à tout prix. Le problème, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Dieudonné existe parce qu'il a un énorme talent, une énorme capacité de travail. Et moi j'existe non pas parce que je suis dans l'entourage de Dieudonné, ce qui n'est pas vrai, mais c'est parce que je suis écrivain, je produis Égalité Réconciliation, machin, les vidéos du mois, et que c'est un travail. Et que si on ne travaille pas et qu'on ne produit rien de qualité, ça ne va pas tomber automatiquement parce qu'on a la carte du club. Hein, parce que je suis dissident, et hop, il y en a qui croient ça. Parce qu'ils voient que Dieudonné ça fonctionne, que Soral ça fonctionne, donc c'est vrai qu'on dégénère de l'économie, etc. Mais c'est un travail énorme. Et puis, excuse-moi, un peu de talent, du travail et du talent. Et à un moment donné, quand tu travailles pas et que tu n'as pas de talent, mais que tu veux passer à la caisse, déjà c'est que tu n'as pas de moralité, c'est que tu as un défaut en toi, tu n'as pas compris que tu ne mérites. Il n'y a aucune raison que, tu vois. Et puis à un moment donné, le type bascule. Voilà. Et là, le Mollek, on était très étonnés qu'il bascule. Je le dis à l'antenne, parce qu'il faut le dire, c'est un type à qui on a filé de l'argent pendant longtemps, et puis pas Dieudo, moi. Nous, à ER, on l'a financé. On lui a filé un ordinateur, un scooter, et on l'a beaucoup aidé. On a même trouvé un stage pour son fils, nous, dans la boulangerie. Donc on l'a vraiment aidé, parce qu'à l'époque, il faisait La banlieue s'exprime, et donc on voulait aider à développer ce truc qui s'appelait La banlieue s'exprime. Donc on l'aidait, par tous les moyens. On le soutenait. Voilà. Quand on allait au restaurant, je payais pour lui, parce que je sais qu'il n'avait pas d'argent. Et puis il s'est retourné comme ça, d'un coup, il s'est passé quoi? Par amour déçu pour Dieudonné. C'est tout. Voilà, je te dis, ça sera Dieudonné de raconter la psychanalyse du truc, mais il était dans l'entourage de Dieudonné, très proche. Et puis à un moment donné, il est parti, il s'est retrouvé tout seul, il a vu que personne lui courait après. Il n'a plus rien été du jour au lendemain qu'un type complètement cramé, puisqu'il était diabolisé. Il a ruminé, à produire une espèce de discours de haine et de ressentiment, comme une maîtresse, tu sais, une ancienne maîtresse qui écrit un bouquin, tu sais, la femme divorcée qui écrit que son ancien mari était une merde, une ordure, un enculé, mais elle l'a sucé pendant 20 ans. C'est un peu ça, moi, qui me jette dans ce genre d'histoire. Et alors, il a commencé par s'en prendre à moi, si tu regardes bien historiquement, parce qu'il n'osait pas s'en prendre à Dieudonné directement. Et moi, j'ai tout de suite vu qu'il s'en prenait à moi parce qu'il n'avait pas le courage de s'en prendre à Dieudonné. Et puis après, il s'en est finalement pris à Dieudonné aussi, en traitant de nègre, enfin, un truc délirant, quoi. Et il allait jusqu'à se tapiner pour les sionistes les plus durs, hein, pas... JSS News, c'est pas rien, hein. C'est des tabasseurs, hein. C'est ceux qui ont balancé la liste des mecs qui allaient passer à tabac. Hein. C'est presque qu'il est passé de l'autre côté, quoi. Enfin, plus que de l'autre côté, parce que de l'autre côté, c'est des ennemis. Oui. Non, j'ai plus de respect pour le mec de JSS News, pratiquement, qui est un ennemi, que pour un traître. Le traître, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Mais bon, voilà, je veux dire, excuse-moi, mais c'est... j'aimerais pas être à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une justice immanente. Hein. Ça ne va pas être drôle tous les jours pour lui. Il n'a pas aucun avenir.
Il n'a aucun avenir, ce mec-là. Il ne sait rien faire, il est prétentieux, paresseux, prétentieux, sans talent, haineux à un point psychiatrique. Et voilà, je veux dire qu'il porte sa croix maintenant jusqu'au bout. Hein, voilà. Ouais. Alors, parce que bon, il aura peut-être une petite interview à Canal+, mais c'est tout. Tout ça, c'est le petit moment de, tu sais, le petit moment télé, quoi. Ouais. Et puis après, il sera juste le mec qui a trahi, puis c'est tout, quoi. Pas trop d'avenir pour Ahmed. Enfin, nous on l'avait invité, mais il a refusé. Alors, comme quoi, vous voyez, Alain Soral, il a accepté, Ahmed Moallec, il a refusé. Non, ouais, moi, j'ai regardé sa première vidéo parce que j'étais étonné. Parce que c'est un ancien compagnon de combat, tu vois. Oui. Et puis vraiment, on a vécu des choses fortes, hein, la liste antisioniste, machin. Au début, vous étiez quand même, vous étiez un peu une petite équipe. Oui, on était les gens qui sommes partis dans l'aventure de la liste antisioniste. Oui. C'était du danger, du travail, de la souffrance, du combat. Donc on était des frères de combat. Donc normalement, une fois qu'il y a eu cette fraternité-là, tu te dis, il y a plus de... C'est pour la vie, tu vois. Même si on se perd de vue, etc. Tu vois. Et quand c'est arrivé, ce truc-là, je me suis dit... Qu'est-ce que s'est-il passé? Je te dis, j'ai... Alors, il y a l'affaire des millions, mais c'est quoi cette affaire? Parce que ça, c'est un mensonge. Parce qu'il dit ça... C'est très bien que c'est un mensonge. Je suis un peu comme Krasuki, moi, j'ai beaucoup de mal avec les chiffres, les anciens francs, les nouveaux francs, les euros. Donc souvent, je fourche. Et en fait, un jour, dans une interview, tu sais, dans une vidéo, j'ai dit, en gros... on n'aurait pu pas. La politique, c'est de l'argent, et il faudrait qu'on n'aurait pas pu faire la liste antisioniste. C'est une seule liste, c'est pas 7. C'est une seule, sans l'argent iranien. Quand je dis l'argent iranien, c'était un raccourci, parce qu'en fait, c'était, comme il s'appelle, celui qui avait fait la liste avec nous, qui venait de nulle part, chacun a pu le constater, qui était le leader du parti antisioniste. Yahya Gouasmi. Yahya Gouasmi, voilà. Bon, c'est sûr que si Yahya Gouasmi s'est retrouvé assis entre moi et Dieudonné à un moment, c'est que c'est lui qui a porté les sous. Et je dis les Iraniens, non, c'est un Français chiite qui défend d'une manière ou d'une autre les intérêts iraniens en France. Je ne sais pas quel est son lien avec l'Iran, mais quand je dis c'est l'argent des Iraniens, c'était Yahya Gouasmi, je voulais dire. Hein, voilà, pour moi c'était... Et en fait, au lieu de dire 300 000 euros, je dis 3 millions, parce que je me gourre. Je suis en fin de soirée, à table, souvent je me trompe sur les chiffres. Hein. Et l'autre, il sait très bien la réalité des choses, Ahmed Moallec. Et il se sert de ça pour foutre la merde. C'est un menteur, c'est une salope. Parce qu'il sait très bien qu'on n'a rien touché. C'est pour ça qu'il dit, je sais pas, moi j'ai pas vu 3 millions. Oui, mais personne n'a rien touché dans cette histoire. Imaginez bien que s'il y avait eu de l'argent sale qui avait circulé, une liste comme ça qui a été qui a été passée au crible du ministère de l'Intérieur, machin, etc. Si j'avais touché le moindre centime de l'Iran à un moment donné, j'étais gravement dans la merde. Hein, voilà. Et je le dis, la seule chose que j'ai jamais touché de l'Iran, c'est 1 kilo de pistache. Pour des interventions à la radio francophone iranienne. Un jour, il m'a offert 1 kilo de pistache. Très bonne, et je les ai mangées. Mais quand Ahmed Moallec dit ça, il ment, il le sait ouvertement, c'est pour foutre la merde. Il est en train de dire, vous n'avez plus voulu de moi, alors qu'en fait, il est parti et on a oublié de le retenir, parce qu'on n'a même pas vu partir, parce qu'il ne servait plus à rien depuis longtemps. Et il a dit, j'ai peut-être pas de capacité de travail, mais j'ai une capacité de nuisance. Tu sais, quand les mecs ont... C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce qu'un mec a à vendre? S'il n'a rien à vendre de positif, il dit, j'ai une capacité de nuisance. Je peux balancer des mensonges ou des demi-mensonges crédibles parce que j'ai été dans... D'ailleurs, il a commencé comme ça, il a dit, si je voulais parler, si je voulais me mettre à parler, je pourrais dire des trucs. En fait, il n'avait rien à dire, hein, réellement. Parce qu'à la fin, pour ceux qui connaissent la main d'or, il vendait les t-shirts à la main d'or. Il n'était pas dans le premier cercle en réalité, parce que, pour des raisons que je ne dirais pas, parce que ça a Dieu donné de les dire, il avait été mis un peu sur la touche. Je ne dirais pas que c'est parce qu'il tapait dans la caisse, c'est parce qu'il essayait de baiser la femme du patron. Je ne le dirais pas. Mais ça légitime aussi qu'il était évincé. Ce qui vous situe aussi la morale du bonhomme. Hein. Bon bah d'accord. Il y a un autre associé juste Je veux dire, une salope, c'est une salope. Ouais. Je veux dire, une ordure, c'est une ordure, un traître, c'est un traître. Et en général, quand tu es un traître et une salope, tu as la psychologie du traître et de la salope. Hein, donc voilà. Mais il y en a un autre aussi qu'on voit souvent un peu se répandre et qui était un peu de l'ancienne équipe, c'est Marc Georges. Alors Marc Georges, c'est mon Moallec à moi. Ouais, voilà, c'est ton Moallec. Ouais, c'est moins pire parce qu'il n'est pas allé pas allé aussi loin. Ouais. Bon, il critique quand même, on le voit, il est un peu... Marc Georges, c'était mon bras droit, le numéro 2 de l'organisation. Il a cru à un moment donné qu'il pouvait me piquer la place et me remplacer et me putcher. Voilà. Parce qu'il estimait que à un moment donné, que c'est lui qui avait la meilleure vision politique et qu'il était plus compétent que moi, plus intelligent que moi. Enfin, il a fait un peu ce qu'a voulu faire à un moment donné Maigret à Le Pen. Oui, d'accord. Il a perdu conscience de ce qu'il était. Et moi, quand j'ai vu qu'il voulait me putcher, j'ai été renseigné par des gens qu'il avait approchés pour dire on va virer Soral et je vais devenir si tu marches avec moi, tu seras numéro 2. Il a proposé ça à plusieurs types. Et donc, comme je
je suis pas juste masochiste, etc. Mais je l'ai viré avant. Je l'ai viré, quoi. Pour trahison, puis c'est tout. Et en plus, pour d'autres raisons, qu'il n'était pas bon. Il était très tchatch, mais il bosse pas. Voilà, d'ailleurs, depuis qu'il est plus là, ça marche du feu de Dieu. Avant, ça bricolait. Le décollage de ER, c'est le moment où j'ai restructuré et que j'ai viré ce mec-là. Ça s'est mis à fonctionner vraiment. Parce qu'il a pris sa place un type qui s'appelle Julien, qui lui est une fusée à côté, quoi, qui fait ce que l'autre n'a jamais voulu ou pu faire. Quoi, tu vois. Et donc voilà, comme je l'ai viré, je lui ai dit on se sépare, c'est ER, c'est moi, tu pars, à la limite il pouvait partir comme ça, mais il a voulu, pareil, il m'a montré sa capacité de nuisance. Donc il a inventé des salades, des saloperies sur moi, et alors lui pareil, il a inventé des mensonges à tout va, et puis petit à petit, ces mensonges qu'il a proférés se sont retournés contre lui, parce que les gens ont vu que finalement je continuais sur la même ligne, que j'avais renoncé à rien, que je m'étais couché sur aucun sujet. Et puis finalement, sa sphère d'influence a rétréci. Puis aujourd'hui, je pense qu'il est encore un peu sur Facebook. Voilà. On les entend plus trop. Mais... Oui, mais je veux dire, voilà, c'est la vie. Et puis, mais c'est comme ça. Je veux dire, tous ceux qui essayeront de faire ce qu'on fait vivront malheureusement les mêmes choses. Même Jésus, tout Jésus qu'il était, a eu Judas. Donc, si Jésus a eu Judas, je ne peux pas faire mieux que Jésus. Alors, avant la pause, on me dit juste une question. On me dit, pourquoi ne relayiez-vous pas les propos d'Hassan Iqiyoussen et autres imams qualifiés d'imams de la République œuvrant pour l'islam de France de Nicolas Sarkozy? J'ai répondu déjà tout à l'heure. Non, sur Hassan Iqiyoussen. Oui, j'ai dit qu'on a failli faire plusieurs conférences ensemble et qu'il a annulé à chaque fois au dernier moment par peur. Ah bah voilà, mon Donc Hassan Iqiyoussen est trop trouillard pour que je relaye ces trucs. Parce qu'en réalité, il fait le dur, etc. Mais dès qu'il a un peu de pression, il se couche. Et je suis désolé, autant un Pierre Hillard dans un autre genre, quand on l'invite au congrès de la dissidence, il vient, il accepte, il se tient bien. Iqiyoussen s'est déballonné chaque fois qu'on lui a mis la pression. Je le dis, je suis là pour dire la vérité, moi. Et c'est pas arrivé une fois, on devait faire des conférences ensemble dans la région de Roubaix, il a dit oui, et à chaque fois, il a annulé au dernier moment, parce qu'il a des pressions politiques de la mairie, etc. Et donc voilà, il mérite pas que je le relaie, c'est un faux dur. Voilà. C'est tout. Vous avez la réponse. On va faire la deuxième pause, si la régie, elle est prête, c'est parfait. On fait la deuxième pause et on revient juste après. À vous, la régie. Ça y est, on est à l'antenne. Ils nous ont prévenu un peu. Limite. En tout cas. On dure jusqu'à minuit là? Oui, jusqu'à minuit, oui. Ah bon, parce qu'après, leur carrosse se transforme en citrouille. Si tu pars avant, alors là, il y a. Non. Scandale, avalanche, mon Dieu. Là, Blasphème. Je vais balancer jusqu'au bout. Je vais faire des amis. Voilà, oui, tu t'es déjà fait pas mal d'amis. C'est vrai que ça, c'est un plaisir. Tu sais. Faire le contraire de ce qu'on appelle le renvoi d'ascenseur, qui est la règle du monde du spectacle, du monde de ma sœur, tu sais. Je dis du bien de toi, tu dis du bien de moi, tu sais, on peut pas se saquer en réalité, mais c'est le renvoi d'ascenseur, ça s'appelle. Oui, parce que même ta sœur, je sais pas si c'est peut-être un peu intime d'en parler, mais si t'en avais déjà parlé, c'est vrai que c'est dur, comme on l'a vu dans c'est dur à vivre, quand elle te compare à Hitler alors que tu as déjà tout le lobby sur le dos. C'est pas rendre service, c'est sûr. Mais on n'en parlera pas. D'accord, pas de problème. Ça sera ma limite. Ce sera ta limite, il n'y a pas de problème. C'est familial, je gère. Pas de souci. On me demande justement, alors là, comme ça on va parler, on va s'éloigner de la France, on va parler un petit peu de Poutine, parce que c'est vrai qu'on me dit, tu connais les thèses de Pierre Hillard qui nous dit que Poutine... Non, mais ça c'est les thèses de Pierre Hillard sur lesquelles il est un peu revenu quand même. Ah, d'accord. Il faut regarder les conférences qu'on relaie systématiquement. Oui, on en passe. Ouais. Là, il salue aujourd'hui les 2-3 quenelles que Poutine a glissé une nouvelle ordre mondiale. À un moment donné, il avait l'hypothèse qu'il était totalement partie prenante. Et c'est pareil, tu produis des analyses en fonction de ce qui se passe. Et parfois, des gens font des choses qui t'amènent à réviser ton jugement. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme toi, je vais prendre un exemple. Les gens vous disent, vous dites qu'Hitler était antisioniste quand il a tendu la main au moufti de Jérusalem et avec la SS bosniaque, et pourtant en 1933 il a beaucoup aidé par les sionistes avec l'accord de transfert, etc. Et je dis simplement, il faut toujours réfléchir historiquement et chronologiquement. Hitler a été sioniste en 1933 et très antisioniste en 1943, parce qu'entre les deux, il s'est passé des choses. Donc les positionnements changent. Vous voyez, il faut pas avoir de lecture essentialiste des gens. C'est ça la question. Donc Pierre Hillard, c'est un autre sujet. Je pense qu'à un moment donné, en fonction de ce que faisait Poutine, Medvedev, machin, etc., il en a déduit que Poutine faisait partie du nouvel ordre mondial. Moi, plutôt intuitivement, je pensais que non.
Et j'étais pas d'accord avec lui là-dessus. Aujourd'hui, Hillard dit quelque chose d'un peu plus nuancé. Poutine a commis 2-3 actes hérétiques par rapport au nouvel ordre mondial qui aujourd'hui fait que le nouvel ordre mondial veut lui faire la peau quand même. Et ça se voit avec l'Ukraine, ça s'est vu avec plusieurs choses. Et comment dirais-je, Hillard en tient compte. Alors évidemment, si vous lisez un bouquin d'Hillard, vous regardez une conférence d'Hillard il y a 3 ans, vous dites Hillard dit ça. Mais Hillard disait ça il y a 3 ans. C'est à un moment donné, le vrai danger, j'insiste là-dessus, c'est de faire de l'essentialisme et sortir de la réalité chronologique. Les gens disent des choses et écrivent des choses à un temps donné. Moi, j'interviens dans le débat politique depuis 1984. J'ai changé sur certains sujets. J'ai évolué. J'ai évolué parce que la situation a changé, puis aussi parce que j'ai un peu changé. J'étais beaucoup plus progressiste et de gauche il y a 20 ans, et je suis plus traditionnaliste et perplexe sur la gauche aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que j'ai triché, renié ou menti ou que je me suis trompé. C'est que j'ai évolué dans un monde qui lui-même a évolué. Ce qui s'est passé depuis les années 80, des années 80 jusqu'à aujourd'hui, a contribué à disqualifier beaucoup plus la gauche qu'il y a 30 ans. Il est beaucoup plus difficile d'être de gauche aujourd'hui compte tenu de ce que la gauche officielle a fait depuis 30 ans qu'il y a 30 ans. Et pareil pour toi, tu as pu être honnêtement à SOS Racisme dans les années 85. Aujourd'hui, si tu étais encore à SOS Racisme, tu serais Sopo. Voilà, Sopo. Je ne vais pas parler de Sopo, mais c'est une merde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et donc, je ne vais pas te dire, mais dis donc, tu étais à SOS Racisme, tu n'y es plus, tu as trahi, ou tu as menti, ou tu as retourné ta veste. C'est la phrase, tu as retourné ta veste. Non. Tu as grandi, tu as évolué dans un monde qui lui-même a bougé. Donc, tu bouges dans un monde qui bouge. Et tu essaies quoi? De maintenir tes positions éthiques en réalité. C'est-à-dire que pour ne pas changer sur certains fondamentaux moraux, tu es obligé de toi-même de changer dans un monde qui change. C'est-à-dire que pour rester le même, tu dois bouger. C'est un peu ça la réalité. Et ça a toujours été comme ça. De Gaulle, pour rester à la limite gaulliste, il a gardé sa vision de la France, a été obligé en 40 de travailler pour les Américains et avec les Anglais, et à partir de 58 de travailler contre les Américains et contre les Anglais. Pour maintenir l'idée qui se faisait de la France et l'idée qui se faisait de l'intérêt supérieur de la France. C'est un bon exemple aussi. Et les gens qui disent ouais, De Gaulle est une salope, c'est un traître ou ceci, cela, non. Il s'est dit Pétain c'est pas gagnable, il faut sauver la France en mettant un pied dans l'anti-hitlérisme. Et sans De Gaulle, je le dis, la France aurait été partagée comme l'Allemagne a été partagée en 1945. Il y aurait eu une partie de la France qui serait passée sous tutorat anglais. On aurait exactement subi le même sort que l'Allemagne nazie, qui a eu la séparation de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Allemagne de l'Est. Et c'est grâce à De Gaulle qu'on a pu écrire le roman national et produire cette mythologie de la France résistante, qui fait qu'on a été, grâce à De Gaulle, parmi les vainqueurs, et non pas parmi les vaincus. Donc De Gaulle, finalement, nous a sauvé la mise, quelque part, en jouant la carte anglo-américaine, mais parce qu'il a sauvé la mise de la France. Sinon la France, effectivement, disparaissait de son pétainisme. Donc il a bien joué d'une certaine manière. Il n'a pas cru à la victoire possible d'Hitler, il avait sans doute raison. Et l'histoire lui donnait raison. Et quand il revient en 58, il fait autre chose. Donc c'est ça la vraie analyse, c'est que De Gaulle a une idée permanente de la France et de l'intérêt supérieur de la France, ce qui le conduit en 40 à prendre des positions anti-pétainistes et donc pro-anglo-américaines. Mais par contre, à partir de 58, quand il revient, et sans doute d'ailleurs avec l'aide des Anglais et des Américains, a pour l'intérêt supérieur de la France progressivement chassé les Américains. Oui, parce qu'il revient avec l'aide des Américains, apparemment le coup d'État. Mais il les chasse, parce qu'en fait, ce qui garde présent à l'esprit toujours, c'est l'intérêt supérieur de la France tel qu'il la conçoit, évidemment, tel qu'il la conçoit. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la trajectoire d'un homme qui se bat, qui existe dans le débat d'idées, dans une vie qui est une trajectoire qui fait des décennies et des décennies. Et de même, Le Pen a pu être un peu reaganien à l'époque, où le communisme tenait le haut du pavé, où le marxisme tenait le haut du pavé dans l'université et dans le monde des idées. Donc il était très anti-marxiste, très anti-communiste. À partir de l'effondrement de l'URSS et de la mise sur la touche de Marchais, etc., où le PCF s'effondre, le PCF était l'ennemi juré du Front National. Si vous regardez bien les débats à l'époque à la télé, ceux qui rentraient dans la gueule du Front National, c'était le PC. À un moment donné, quand le PC s'est effondré, vous verrez que Le Pen, son combat n'a plus été un combat contre les ouvriers communistes, et que même les ouvriers communistes se sont mis à voter Front National. Bon, cette digression, c'est pour vous dire voilà, que c'est pas... tu penses ça, t'as trahi, t'as tourné ta veste, etc. C'est que les choses changent. Et les gens changent. Et ce qui est intéressant à essayer de vérifier, le vrai critère, c'est est-ce que les gens ont gardé leur même positionnement moral par rapport à tout ça, ou est-ce qu'ils ont trahi totalement?
C'est ça que je me dis, moi. Et c'est plutôt comme ça qu'il faut voir. Hein. Est-ce que les mecs ont gardé une même droiture? Je pense par exemple que Dieudonné, qui a été très proche des SOS Racisme à une époque, et qui aujourd'hui est le parrain de la fille de Le Pen, a changé totalement de positionnement politique pour rester au même niveau d'intégrité. C'est ça qu'il faut voir. Il est resté fidèle à quelque chose d'identifiable, une certaine pureté, un certain engagement, une certaine radicalité, etc. etc. En réalité, Dieudonné a changé du tout au tout dans ses alliances politiques pour rester fidèle à son idéal. C'est ça l'analyse logique. Il n'est pas traître. Hein, voilà. Valls, je dirais pas la même chose. Si, je dirais la même chose de Valls d'ailleurs. Valls a été pro-palestinien quand il était maire d'Evry, et il est sioniste pour devenir Premier ministre. Il est malhonnête dans les deux cas. Je pense qu'il n'est pas plus sioniste aujourd'hui que pro-palestinien à l'époque. Il va dans le sens du vent pour avancer dans sa carrière politique. Donc il était pro-palestinien pour des raisons totalement de salope, dégueulasse, hein, d'intérêt politicien, sans aucune conviction profonde, et aujourd'hui sioniste à peu près de la même manière. Voilà, donc on peut dire la même chose. Donc en fait, il n'a pas bougé. Ça reste une salope de politique professionnelle sans aucun fond, sans aucune âme et sans aucune autre croyance que l'arrivisme intégral. Voilà. Donc voilà. Je ne sais plus quelle était la question, mais la digression est importante. Bah, c'était sur Poutine d'ailleurs. Oui, sur Poutine et Hillard. Voilà. Donc moi, je crois que Poutine est arrivé. C'est un ancien cadre de l'URSS et du KGB. Qui à un moment donné a vu quelque chose qui l'a forcément beaucoup fait souffrir, qui est l'effondrement de l'ex-URSS sous Eltsine. Eltsine est un traître total. Hein. Gorbatchev est, on veut dire, un imbécile, un naïf ou un imbécile, et Eltsine est un traître. Et je pense que c'est ce qui a marqué Poutine, et Poutine, son but, c'est de remonter la Russie de sa jeunesse et de sa fierté. C'est cette puissance. On sent oui, qu'il veut ressusciter un peu la grandeur. Il était fier d'être russe, et c'est son combat. C'est un patriote russe, et il se bat pour rétablir la grandeur de la Russie. Hein, voilà. Et de ce point de vue-là, je le trouve totalement respectable. Hein. D'ailleurs, on nous demande si est-ce que l'intérêt de la France, alors ça c'est ce que pense aussi, je sais que Pierre-Yves Rougeron aussi m'en avait parlé, c'est de s'allier justement avec la Russie pour prendre à revers l'Allemagne. Enfin lui, il parle en termes stratégiques. Oui, l'Allemagne, quelle Allemagne? Parce que je pense qu'il y a plusieurs Allemagnes. Il y a des Allemands qui rêveraient de collaborer avec la Russie et qui Schröder était pour ça. Il y a Merkel qui est passée parce qu'elle est plus soumise à l'atlantisme. Mais il n'y a pas qu'une Allemagne. Hein. Il y a plusieurs Allemagnes. Ce qui est sûr, c'est que l'Empire fait tout pour que l'Allemagne reste dans le camp atlantiste et que le pouvoir politique allemand, c'est les atlantistes qui l'ont. Mais il y a une Allemagne pro-russe. C'est évident, il y a une Allemagne anti-atlantiste aussi. Il ne faut pas rêver. Hein. Et donc, il ne faut pas avoir non plus des visions trop... C'est comme il n'y a pas qu'une France. Il y a une France de la soumission totale à l'atlantisme et au sionisme, et puis il y a une France qui aimerait renaître sur une ligne soit néo-gaulliste, soit le péniste, qui n'est pas tout à fait la même. Hein. Donc il y a plusieurs France aussi. Hein. Voilà. Le problème, c'est qui est au pouvoir en ce moment? Quel est le clan qui a le pouvoir? C'est ça qu'il faut voir. Et voilà. Et moi, j'ai un grand respect pour Poutine, parce que d'abord, je pense que la résistance à l'Empire passe par Poutine, c'est évident. Oui. Et que le salut de la France passe aussi à un moment donné par Poutine. C'est-à-dire que si demain on veut se révolter contre le mondialisme, on pourra le faire si en France on atteint une certaine masse critique, mais quand on le fera, il faudra que Poutine empêche les Américains de nous botter le cul. Hein, exactement comme Poutine a empêché l'Empire de détruire la Syrie d'Assad. Vous voyez, c'est un peu pareil. Donc on a besoin que Poutine soit Poutine pour mener un combat d'indépendance de la France. Et moi, quand j'ai des admirations pour des politiques, c'est toujours en pensant à ce qui est bon pour la France. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce que j'expliquais un jour notamment à Golnisch, qui était très anti-soviétique. Et il était anti-soviétique parce qu'il était... il était sensible à la souffrance du peuple russe par rapport à une certaine dictature stalinienne. Mais moi je dis en tant que Français, l'intérêt supérieur de la France, c'était qu'il y ait deux empires, l'empire soviétique et l'empire américain. Et donc moi je pense à l'intérêt supérieur de la France et du peuple français, et l'intérêt supérieur du peuple français n'était pas l'effondrement de l'URSS. L'effondrement de l'URSS a créé un monde unipolaire américain, et qui nous a fait perdre tout notre précaré que nous pouvions garder à l'époque, où il y avait la stratégie du nini, c'est-à-dire que les Russes et les Américains se tenaient en chien de faïence sur certains sujets, l'Afrique, le Moyen-Orient, et laissaient la France exister encore là-bas. Du jour où l'URSS est tombée, les Américains nous ont chassés de partout. Et donc j'ai expliqué à Golnisch qu'en tant que patriote français, on devait être pro-soviétique, parce que je n'aime pas un Français qui se soucie de l'intérêt supérieur du peuple russe. Ça n'a aucun sens. Poutine ne se soucie pas de l'intérêt supérieur du peuple français.
Il n'y a que Bernard-Henri Lévy qui se soucie du pur intérieur des intérêts supérieurs de tous les peuples en apparence, mais en réalité, il ne se soucie que d'intérêts supérieurs des élites juives, et même pas du peuple juif, si on analyse profondément. Parce qu'il fait partie des élites juives et qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Voilà. Et moi, en tant que défenseur des intérêts supérieurs du peuple français, je produis une analyse complexe et je me dis, il faut Poutine, il faut le Venezuela de Chavez, il faut l'Iran d'Ahmadinejad ou l'Iran actuel, il faut des résistances à l'unipolarité pour créer un contrepoids multipolaire et ça passe par des alliances et le noyau dur c'est la puissance économique chinoise avec la puissance diplomatico-militaire russe et avec certains points d'appui, le Venezuela en Amérique latine, l'Iran dans le monde du Moyen-Orient, etc., etc., peut-être même la Corée du Nord, parce que tout ça nous permettra peut-être un jour d'exister à la France de se sortir un peu de la chape de plomb impériale américano-sioniste. Voilà. Et ça, j'ai beau l'expliquer, il y a des gens qui ne comprennent pas bien. Ils disent ouais quand même, Staline, il a tué beaucoup de monde. Je dis combien il a tué de Français, Staline ?